On est en 1994 et le débat public sur l'intelligence humaine, il est à son comble. Oui, Un livre très très controversé vient de sortir, The Bell Curve, et ça a mis le feu aux poudres. complètement. Et c'est dans ce climat un peu chaotique que 52 scientifiques se disent « Bon, là, ça suffit. La désinformation a atteint un point critique. Il faut faire quelque chose. » Exactement. Et ils font quelque chose d'assez rare, en fait. Ils publient une déclaration commune pour essayer de clarifier ce qu'ils considèrent être le consensus scientifique. Et c'est cette déclaration, justement, qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Elle s'appelle Mainstream Science on Intelligence. Publiée dans le Wall Street Journal à l'époque. Voilà, et ce n'est pas une nouvelle étude, c'est important de le dire. C'est vraiment une tentative de synthèse en 25 points de ce que ces experts voyaient comme des connaissances établies. Accepté. Une sorte de mise au point, quoi. C'est ça. En pleine tempête médiatique. Notre mission aujourd'hui, c'est donc d'explorer ce document. Qu'est-ce que l'intelligence selon eux en 94 ? Comment on la mesure ? Et surtout, pourquoi est-ce que ça reste un sujet si sensible ? Alors, commençons par le début, la définition. Qu'est-ce que l'intelligence pour eux ? Eh bien, le texte propose une définition très très large. Oui, on n'est pas juste sur la réussite scolaire ou la culture générale. Non, pas du tout. C'est décrit comme une capacité mentale très générale. Ça inclut le raisonnement, la planification, la résolution de problèmes, la pensée abstraite, la compréhension d'idées complexes, l'apprentissage rapide par l'expérience. C'est vaste. C'est vaste et c'est voulu. Ce qu'ils veulent souligner, c'est que l'intelligence n'est pas une petite compétence académique juste pour la classe. D'accord. Ils utilisent des mots très simples. C'est la capacité à comprendre notre environnement, à saisir le sens des choses, ou juste à trouver quoi faire. Et ils insistent sur un point. Cette capacité, on peut la mesurer. On peut la mesurer et de manière fiable. Et c'est là qu'on arrive au fameux test de QI. Le document, il est assez catégorique sur leur validité. Ah oui. Il est décrit comme étant parmi les tests psychologiques les plus précis, fiables et valides qui existent. C'est une affirmation forte. C'est très fort. Mais, et c'est crucial, ils nuancent tout de suite. Ils disent bien ce que ces tests ne mesurent pas. C'est-à-dire, Ils ne sont pas faits pour évaluer la créativité, le caractère, la personnalité et toutes ces autres qualités humaines qui sont fondamentales. Leur champ d'application est très spécifique. c'est un outil pour une tâche précise, pas un jugement sur la valeur d'une personne. Voilà, Pour que ce soit plus concret, le document utilise une image que tout le monde connaît, la courbe en cloche. exactement. Si on regarde la répartition des scores de QI dans la population, ça donne cette fameuse courbe. La plupart des gens se retrouvent au milieu, autour de la moyenne. Qui est fixée à 100 arbitrairement. C'est ça, et plus on s'éloigne de cette moyenne, que ce soit vers le haut ou vers le bas, moins il y a de monde. Et c'est important, cette image de la cloche. Ça montre bien que les extrêmes, qu'on pourrait appeler génie ou déficience, par définition, c'est rare. La norme, c'est la moyenne. Le texte donne même des chiffres pour les États-Unis de l'époque. Environ 3% de la population au-dessus de 130. Le fameux seuil du haut potentiel. Et un pourcentage similaire en dessous de 70, qui est souvent le seuil pour le retard mental. Ce qui nous amène forcément à la critique, celle qu'on entend tout le temps. Le biais culturel. Est-ce que ces tests favorisent certains groupes? La déclaration aborde ça de front. Et leur réponse est Surprenante. oui, c'est une des affirmations les plus fortes du texte et qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues encore aujourd'hui. Ils disent que les tests ne sont pas biaisés culturellement. Comment ils justifient ça? Alors, leur argument est très technique, très précis. Quand ils disent non biaisé, ils ne veulent pas dire que tout le monde a les mêmes scores, attention. À l'avenir, par exemple la réussite scolaire, pour un groupe que pour un autre. Et donc, Et donc, ce que la déclaration affirme, c'est que le QI prédit la réussite avec la même précision pour tous les Américains nés aux États-Unis et parlant anglais. Peu importe leur origine ethnique ou leur classe sociale. Peu importe, c'est ça l'argument. Donc, si je résume, l'idée, c'est que l'outil de mesure, qu'on l'aime ou pas, fonctionne pareil pour tout le monde dans cette population. C'est ça. Si le test dit qu'une personne avec un score de 110 a de bonnes chances de réussir à l'université, cette prédiction est aussi valable que cette personne soit noire, blanche ou hispanique. C'est exactement l'argument technique qu'ils avancent. Bien sûr, ils précisent que si la personne ne maîtrise pas la langue, il faut adapter le test, utiliser du non-verbal, etc. Logique. Mais le fond du propos, c'est que la critique du biais culturel, au sens prédictif, n'était pas soutenue par les données de l'époque. D'accord. L'outil est donc présenté comme fiable pour prédire. Mais concrètement, à quoi ça sert et quelle est l'importance du QI dans la vie de tous les jours? Là aussi, la déclaration est très directe.
La formulation est forte. Ah oui, hein? Le QI est, je cite de mémoire, probablement plus fortement lié que n'importe quel autre trait humain mesurable à plein de choses. L'éducation, le travail, l'argent, le statut social. Voilà. Avoir un QI élevé est présenté comme un avantage, pas par magie, mais parce que presque tout ce qu'on fait dans la vie demande un minimum de raisonnement. Mais fortement lié, ça peut faire peur. Ça veut dire que c'est un destin, que tout est joué d'avance. Non, absolument pas. Et le texte est très clair là-dessus, c'est une nuance capitale. C'est une question de probabilité. Exactement. De probabilité, pas de certitude. Un QI élevé ne garantit rien du tout, et un QI faible ne condamne à rien. Il y a des exceptions partout. Mais statistiquement, Mais statistiquement, dans la société américaine de l'époque, les probabilités de réussite étaient meilleures pour les personnes avec un QI plus élevé. et là, on touche à un point que je trouve fascinant. Le texte explique que l'utilité du QI, elle dépend de la complexité de la tâche. C'est une excellente analogie. Ce n'est plus juste un chiffre abstrait, c'est comme une clé, et sa valeur dépend de la serrure. C'est exactement ça. Pour un job très complexe, disons, chirurgien, avocat, manager, qui demande de gérer en permanence des situations nouvelles, ambiguës, Changeante. là, un QI élevé est jugé presque nécessaire pour être performant. Et à l'inverse, À l'inverse, pour des métiers plus simples, plus routiniers, l'avantage d'un QI élevé est bien moins important. donc l'intelligence générale, ce serait une sorte de passe-partout cognitif? Voilà, un passe-partout. Et il est d'autant plus utile que la situation est complexe et imprévisible. Mais on entend tout le temps parler d'autres formes d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, créative, musicale. Qu'est-ce que le document en dit? Est-ce qu'il les ignore? Pas du tout. Le texte reconnaît que d'autres traits de la personnalité, la conscience professionnelle, des talents spécifiques, les aptitudes physiques, Tout ça est important? évidemment. C'est très important, parfois même essentiel pour réussir dans certains domaines. Personne ne dit le contraire. Alors, pourquoi cet accent si fort sur l'intelligence générale, ce fameux facteur G? D'après les auteurs, la différence, c'est la transférabilité. La transférabilité. Oui, un talent incroyable pour le violon, c'est indispensable pour être premier violon dans un orchestre. Mais ça ne sert pas à grand-chose pour être un bon comptable. D'accord, je vois. L'intelligence générale, elle, est décrite comme beaucoup plus applicable partout. La capacité à raisonner, à apprendre vite, à résoudre des problèmes, c'est un atout dans une multitude de contextes différents. C'est sa polyvalence, en fait. C'est sa polyvalence qui la rend si centrale à leurs yeux. Voilà. Et c'est ici qu'on aborde les aspects les plus complexes et sans aucun doute les plus controversés du document. Oui. Il faut le dire, on entre dans une zone sensible et notre objectif ici, c'est vraiment de rapporter fidèlement ce qui est écrit dans cette source de 1994, sans jugement. Absolument. La déclaration aborde la question des différences de moyenne de QI entre les groupes ethno-raciaux aux États-Unis. Et la manière dont elle le fait est très structurée. Très. Elle commence par poser 2 points fondamentaux pour éviter toute mauvaise interprétation. Lesquels? Premièrement, il y a des membres de tous les groupes à tous les niveaux de l'échelle du QI, aucune exclusivité. Deuxièmement, et c'est crucial, les courbes en cloche des différents groupes se chevauchent massivement. C'est-à-dire que la variation à l'intérieur d'un même groupe est immense. Immense. Et bien plus grande que la différence moyenne entre les groupes. Ces 2 points sont essentiels pour éviter les stéréotypes. Et pourtant, le texte continue en disant que les moyennes de ces courbes ne sont pas identiques. Et il donne des chiffres. Oui. De manière purement descriptive, voilà ce que le texte rapporte. La courbe pour les Blancs est centrée sur la moyenne de 100. D'accord. Celle pour les Noirs américains est centrée autour de 85. Et celle pour les Hispaniques se situe à peu près entre les deux. Le texte mentionne aussi d'autres groupes. Oui, il mentionne que les moyennes pour les Juifs ashkénazes et les Asiatiques de l'Est sont quelque peu plus élevées que celles des Blancs. La question qui vient immédiatement à l'esprit, et c'est le cœur de toute la controverse, c'est quelle explication est-ce que la déclaration donne à ces différences de moyenne? Et la réponse du texte est d'une prudence extrême. Ah oui, La phrase exacte, c'est « il n'y a pas de réponse définitive ». C'est le point central. pas de réponse définitive. Non. La déclaration dit que la plupart des experts pensent que l'environnement, la nutrition, la santé, l'éducation, le statut socio-économique, que tout ça joue un rôle important. Mais elle ajoute que la génétique pourrait également être impliquée. C'est une formulation très mesurée. Ça laisse la porte ouverte. Prêt. Et c'est tout de suite suivi par une mise en garde méthodologique essentielle, qu'on oublie souvent. Laquelle? Le texte souligne qu'il est faux
et illogique de supposer que les raisons des différences de QI entre les individus d'un même groupe sont les mêmes que les raisons des différences de moyenne entre les groupes. Pouvez-vous clarifier ce point? C'est subtil, mais ça a l'air crucial. Bien sûr. Imaginez 2 champs de maïs. D'accord, Dans le premier, vous mettez un excellent engrais. Dans le second, aucun engrais. d'accord. À l'intérieur de chaque champ, les différences de taille entre les plants seront surtout dues à leur génétique. Oui, oui, logique. Mais la différence de taille moyenne entre les 2 champs, elle, sera due à 100% à l'environnement, à l'engrais. Ah, je vois. Cet exemple montre que les causes des variations internes et les causes des variations externes peuvent être totalement différentes. Le document insiste là-dessus. Il ne faut pas faire cette erreur logique. Donc, en résumé, le document constate des différences de moyenne, mais affirme que la science de l'époque ne peut pas en expliquer les causes de façon définitive. C'est ça. Il pose l'hypothèse d'une interaction complexe entre environnement et génétique, et il met en garde contre les raccourcis. C'est une synthèse parfaite de leur position sur ce point précis. Maintenant, pour bien comprendre ce texte, il faut revenir en arrière. Pourquoi? Pourquoi ces 52 experts ont-ils ressenti ce besoin urgent de prendre la parole? Le contexte est tout. Comme on l'a dit, c'est la tempête médiatique autour du livre The Bell Curve. Et Linda Gottfredson, l'universitaire qui a lancé tout ça, Elle explique dans la deuxième partie de notre source qu'elle était consternée. Vraiment. Elle voyait une vague de désinformation dans les médias, c'est-à-dire? des conclusions scientifiques qui, selon elle, étaient solides, établies depuis des décennies, étaient tout d'un coup présentées au public comme discréditées, marginales, de la pseudoscience, quoi. Elle a donc décidé d'agir. Elle contacte le Wall Street Journal. Exactement. Au début, elle voulait juste écrire une tribune. Mais l'éditeur lui a suggéré une idée plus forte. Une déclaration commune. Voilà. Courte, factuelle, signée par une dizaine d'experts pour montrer qu'il y avait un consensus. Le défi, c'était de le faire en moins de 2 semaines. Mission impossible. Presque. Elle rédige une ébauche, la fait relire et l'envoie par fax, on est bien en 1994, à 131 experts. Et la réponse a été? Mitigé, 52 oui, 48 non. Et ce qui me frappe le plus, ce ne sont pas les 52 qui ont signé. Ce sont les 48 qui ont refusé. Oui, leurs raisons sont incroyablement révélatrices. C'est vrai? Parce que refuser ne voulait pas dire être en désaccord avec le fond, loin de là. Ah non? Bon. Sur les 37 qui ont donné une raison précise pour leur refus, seule une minorité, 11 personnes, a dit être en désaccord avec le contenu scientifique. Et souvent, c'était juste sur 1 ou 2 points sur les 25. C'est ça. Donc la majorité de ceux qui ont refusé n'a pas contesté la science. Alors pourquoi ne pas signer quelque chose avec lequel on est d'accord? Et c'est là qu'on sort de la science pure pour entrer dans le politique, le social. L'analyse de Gottfredson est éclairante. Que dit-elle? Elle montre que 14 experts étaient d'accord sur le fond, mais ont refusé pour des raisons externes. Certains n'aimaient pas la forme, une déclaration jugée trop simple ou publiée dans un journal grand public. D'accord, ça se défend. Mais les autres raisons, Les autres raisons sont encore plus parlantes. c'est-à-dire 4 personnes ont explicitement parlé de leur peur de répercussions politiques. la peur de voir leur financement de recherche coupé. Exactement, s'ils signaient un document aussi sensible. Et 4 autres ont exprimé un malaise, la peur d'être entraînés dans la controverse, de participer à un combat sans issue. Ou d'être associés à d'autres signataires. C'est ça, des signataires avec qui ils avaient des différends. C'est fou de penser à ça. On imagine la science comme un monde objectif, mais ce que ça révèle, c'est un champ de bataille social, où les chercheurs pèsent chaque mot, non pas pour sa vérité, mais pour son impact politique. Ce qui est frappant ici, ce n'est pas le désaccord scientifique. Il était minime. C'est la révélation d'un climat de peur. D'autocensure. D'autocensure, oui. Ça nous dit que dès 1994, le simple fait de discuter de ces données en public était perçu comme un suicide professionnel pour certains. Le débat n'était plus que scientifique, il était déjà social et politique. Alors, si on devait résumer l'essentiel de ce document, quels seraient les points clés à retenir? Premièrement, l'intelligence, telle qu'ils la définissent, c'est une capacité mentale générale, très pratique, pas juste un truc scolaire. D'accord. Deuxièmement, on peut la mesurer de manière fiable avec les tests de QI. Ce sont des outils prédictifs valides, mais spécifiques. Troisièmement, ce score de QI a une importance pratique. Il est statistiquement lié à beaucoup de choses dans une société complexe. Et enfin, ses origines sont un mélange complexe, et encore mal compris à l'époque, de génétique et d'environnement. Et sur le point le plus sensible, les différences de groupe, ce qu'il faut retenir, c'est la prudence du document. Exactement.
Le document observe des différences de moyenne, mais il martèle surtout que leur cause reste un sujet de débat scientifique, non résolu en 1994. Et il met en garde contre les interprétations simplistes. Au final, si on prend un peu de recul, c'était quoi le but de la manœuvre? L'objectif, ce n'était pas de clore le débat, c'était de le recadrer. De dire, De dire au public et aux médias, attention, les idées que vous présentez comme marginales ou discréditées, elles représentent, pour le meilleur et pour le pire, le consensus scientifique de notre époque. c'était un effort pour réaligner la discussion. Voilà, pour la réaligner sur ce que ces 52 chercheurs considéraient comme l'état des connaissances, et non sur des caricatures. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question tirée du texte, qui est toujours d'une actualité, hein. Mhm. La déclaration affirme que, même si l'environnement est important, la science de l'époque ne savait pas vraiment comment manipuler cet environnement pour augmenter durablement les QI les plus faibles. Et ça pose une question fondamentale qui nous dépasse un peu. Si l'intelligence, telle qu'ils la décrivent, a un impact si profond sur nos vies, mais qu'elle est en même temps difficile à modifier, alors quelles sont les implications? Comment une société juste, bienveillante, devrait-elle organiser l'éducation, le travail, les opportunités, pour que chaque personne, quel que soit son profil cognitif, ait la chance de trouver sa place? De contribuer et de s'épanouir. La question reste ouverte.